d'une levée de fonds, si on commence, il y a plusieurs situations qui sont envisageables, je pense. Premièrement, vous venez de lever vos fonds, donc vous êtes confortable. Il y a des nouveaux investisseurs qui viennent d'arriver. La deuxième cas, c'est que vous êtes en fin de levée de fonds à quelques jours du closing. Il y a une autre situation, vous avez signé votre term sheet, votre syndication, bon bref, vous avez une term sheet, votre syndication est complète. Un autre cas, vous avez signé votre term sheet et vous devez encore compléter votre syndication. Il y a le dernier cas ou l'avant-dernier cas, vous n'avez pas encore signé de term sheet et vous commencez votre levée. Et puis le dernier des cas, c'est vous envisagiez de faire une levée et puis paf, la crise est tombée. Bon, en clair, il y a plein de situations possibles autour de cette levée de fonds de façon générique. Ce qui est clair, c'est que la situation de trésor, elle est cruciale. À cela vont s'ajouter, dans certains cas, des problèmes de revenus qui viennent à manquer ou à disparaître. Une situation qui peut être variable selon qu'on est dans le domaine des biotech ou dans les domaines du digital. Il faut voir que dans le domaine des biotech, par exemple, on a des sociétés qui sont impliquées dans la lutte contre le Covid-19. Donc, elles, pour ces cas-là, c'est au contraire une augmentation de l'activité et de la visibilité des entreprises. Mais il est clair que ce n'est pas le cas de toutes les boîtes. Bon, enfin bref, dans tous ces cas, il faut réagir. On a une chance dans ce cas-là, enfin vous avez une chance, c'est que vos actionnaires et vos investisseurs, ils savent que c'est une période difficile. Donc on sait qu'il y aura une fin, on ne sait pas quand, et on ne sait pas comment sera le monde après la crise. Voilà, ça c'est le contexte général. Alors, dans ce contexte d'incertitude, c'est clair, ce qui va primer, ce sont les qualités managériales des gens qui dirigent les entreprises. En clair, cette crise, c'est une énième épreuve managériale. On va tous regarder, dans le cadre de la levée encore plus, parce qu'en tant qu'investisseur, je dis nous au sens général, on a des capteurs de détection de ce qui se passe et de la qualité des gens et de leurs défauts qui sont exacerbés. On est en période de levée. Donc, on va regarder quelles sont les décisions qui sont prises, quelle autonomie il y a dans la prise de décision, comment on se comporte par rapport aux collaborateurs, quel type d'humanité, quel type de fermeté, quelle est la nature des réactions face à la difficulté, etc. etc. Dans cette phase où on est hypersensible, bah, Votre micro est coupé, je crois. là, vous m'entendez là? Ouais. Qu'est-ce que vous avez raté? Une vingtaine de secondes, je pense, hein, pas plus. Bon, donc ce que je disais, c'est que voilà, on est dans une phase hypersensible et donc bon, j'avais fini. Ce qui est clair, c'est que dans cette phase, vous allez devoir adopter un comportement qui est particulier. Ce comportement, il est clair qu'il ne faut pas être le plus optimiste. Hein. Vous connaissez tous le paradoxe de Stockdale qui disait que ceux qui meurent sont toujours les plus optimistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être optimiste ou qu'il faut être pessimiste. Ça veut dire qu'il faut se préparer au pire, il faut se confronter aux scénarios les pires envisageables et il faut valider qu'on y survit ou en tout cas, il faut identifier quels sont les besoins dans ces cas de scénario du pire. Et ensuite, on se laisse le droit d'être optimiste. En tout cas, c'est à mon avis la meilleure attitude à avoir. Ce que ça veut dire concrètement, hein, ça veut dire que encore plus dans cette période de levée de fonds, il faut préparer des scénarios, notamment le scénario du pire. Il faut mettre en miroir ces scénarios, le scénario que vous aviez envisagé avant la crise. Il faut, à partir de ce scénario noir, voir quelles sont les actions que vous avez décidé d'envisager ou que vous envisagiez de mettre en œuvre. Et puis, il faut envisager le retour progressif à la normale. Enfin, tout ça, il faut l'avoir en tête, il faut l'avoir concrétisé. Et puis après, il faut revenir de façon proactive, d'abord auprès de vos propres alliés, qui sont vos actionnaires, si vous en avez, pour leur présenter la situation. Alors après, il y a différents cas. Hein. Le premier cas, c'est que ça passe. Le deuxième cas, ça ne passe pas, donc il faut envisager des actions qui vont faire que ça passe. Et puis, il y a le troisième cas où ça ne passe pas, et même avec les actions qu'on peut envisager, c'est difficile. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide les actionnaires qu'on a, parce qu'on en a. Et puis après, comme on est dans une phase de levée, avec les actionnaires, on se prépare à présenter de façon proactive la chose qu'on a envisagée et les différents scénarios qu'on a envisagés. Je pense que c'est une façon d'approcher la crise en ce moment qui est une
une façon constructive et la plus positive possible. Et encore une fois, ça permet d'être optimiste derrière. Et la solidité, l'optimisme sur la base du réalisme, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux investisseurs. Dernier point, et puis après j'en aurai fini de mon côté en tout cas, c'est qu'on peut se poser la question du moment où on va revenir vers les investisseurs. On est enlevé, tout a été arrêté. Est-ce qu'on y va aujourd'hui? Est-ce qu'on revient la semaine prochaine? Bon, ce qui est clair, c'est que la situation, elle est problématique aussi pour les investisseurs. En ce qui nous concerne, on est sous l'eau. Cette semaine, on était sous l'eau. La semaine prochaine, on le sera peut-être un peu moins, mais on le sera quand même, pour différentes raisons. Mais les deux principales, ce sont d'abord les conditions de travail. On l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure. On est tous dans les mêmes conditions. On n'est pas dans les conditions habituelles de travail. On est avec des gens qui ne comprennent pas forcément ou des enfants qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire que de travailler. Donc tout ça, ça touche aussi les investisseurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on a, nous, des portefeuilles d'investissement. Donc, on a des sociétés qui sont en portefeuille. Nous sommes les actionnaires de sociétés qu'il faut aider. Des situations qui sont variables, certes, mais il y a des situations où il faut vraiment agir. Et donc, on est aussi très préoccupé et très occupé par les sociétés qu'on a en portefeuille. Alors, évidemment, c'est différent selon les investisseurs. Vous allez avoir des investisseurs qui ont eu un cas de coronavirus dans les équipes, d'autres qui ont des problèmes d'enfants en bas âge, d'autres qui vont avoir dans leurs équipes des gens à risque, etc., etc. En tout cas, on est comme vous. Donc, c'est une situation qu'il faut quand même considérer un peu au cas par cas. Et puis après, savoir, je dirais, envisager et sentir le bon moment pour les relancer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une première phase un peu je dirais, d'absence. Moi, j'aurais tendance à dire que semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, les choses vont revenir parce qu'on a besoin de travailler, etc. Il faut voir que les investisseurs, on a aussi besoin d'investir. Donc, on va aussi être dans une philosophie il faut que la vie continue, il faut se préparer à la suite. Si je parle maintenant du cas d'Elaya, parce que je parlais de tous les investisseurs, on a beaucoup échangé entre nous, avec Samantha et les autres partenaires, mais aussi nos équipes, notamment ces dernières semaines, pas que cette semaine. Et de cela, on est sorti un playbook qu'on a mis à votre disposition. Ça positionne un peu ce qu'on pense, nous, de ce qu'il faut faire, des bonnes choses qui peuvent vous accompagner. Ce qui est clair, c'est comme tous les investisseurs, on a d'abord première priorité à gérer le portefeuille d'investissement. Si vous prenez un fonds de family office qui a des investissements dans des choses qui en ce moment se sont écroulées, eux, ça va être surtout les autres investissements, puisqu'en général, ils sont de l'ordre de 10% dans le capital risque. Pour un capital risqueur comme Elaya, c'est toutes les sociétés du portefeuille. Il faut qu'on les soutienne au mieux. Et donc, on est en première priorité là-dessus. Ensuite, évidemment, si on prend maintenant le cas des levées qui vous intéresse, tout ce qui est engagé, on va dire mûr, proche du closing, évidemment, il n'est pas question de le remettre en question. On avance là-dessus. Ce n'est pas le moment où on va discuter et rediscuter des choses. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, ce qui est clair, c'est que la situation a changé. Certains investisseurs deviennent défaillants. Le plan des entreprises est à reconsidérer. Donc, tout ça, on le challenge. Et effectivement, dans le cadre d'une situation nouvelle, on se doit de rechallenger tout ça. Et donc, il faut vous y attendre. Je pense que la plupart des investisseurs vont agir de la même façon. Ils vont rechallenger ce que vous avez présenté. Ils vont vous demander de savoir comment vous envisagez de vous préparer à tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Et voilà. Globalement, j'ai à peu près fini mon intro. Samantha, est-ce que tu as quelques petites choses à rajouter? Je m'en doute. Alors, deux, trois petits trucs. Je pense qu'effectivement, il va falloir que vous compreniez un petit peu quel est le business model aussi de vos fonds d'investissement, si vous en avez. Et c'est pour ça que, au-delà du général et de l'introduction, on prendra vos questions, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont liées à vos situations particulières. Effectivement, aujourd'hui, un fonds d'investissement, comment il se positionne par rapport au marché en plein dans la crise, c'est en premier lieu, on est au service de notre portefeuille. Donc, plus que jamais, nous, Elaya, et nos confrères aussi, évidemment, on est aux côtés de nos entreprises en portefeuille pour les aider, les soutenir et les accompagner dans cette étape assez compliquée de leur vie, soyons clairs. Deuxième chose, effectivement, comme l'a rappelé Franck, on a demandé à tous nos entrepreneurs de nouveaux business plans qui sont en cours de design. Le fait que l'économie va être mise en sommeil pendant quelques mois, quelques trimestres, voire jusqu'à l'année prochaine, va forcément impacter tous les business plans et il n'y en aura aucun qui survivra.
on a affaire à deux typologies de profils d'entrepreneurs et j'en parle en toute connaissance de cause. Je viens de raccrocher avec un de mes entrepreneurs. Il y a deux typologies d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qui prennent les choses à bras-le-corps et les deuxièmes qui sont dans le déni. Faites attention. Notre métier, c'est de déceler les signaux faibles. Qu'on soit déjà investisseur ou qu'on anticipe d'être investisseur chez vous. Donc, déceler les signaux faibles, c'est quoi? C'est tous les petits signaux qui vont nous faire dire, OK, là, il y a de la naïveté, là, il ne se rend pas compte, là, elle n'a pas compris, là, voilà. Et c'est plein de petits moments et plein de petits signaux qui nous feront dire, on n'était pas loin du closing, on a envie d'aller au bout de ce closing parce que les entrepreneurs ont pris à bras le corps le sujet, ils ont une réponse, ils ont anticipé, etc. Versus, j'ai la tête dans le guidon, je me dis que je suis invincible et que mon industrie ne va pas être impactée parce que je fais partie d'une industrie qui peut ne pas être impactée. Toutes les industries vont être impactées et ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. On aura, nous aussi, notre côté, et c'est pour ça qu'on est au service aujourd'hui de notre portefeuille, et qu'il est vrai que tout le deal flow qu'on rencontre, on ne l'a pas du tout mis en stand-by, on continue à avoir des boîtes, mais il est plus incertain qu'on se dise qu'on va investir dans une boîte à très court terme que, pour l'instant, nos 24 heures dans une journée sont dédiées à nos entrepreneurs. Il y a quelques sociétés qui vont être à risque parce qu'elles sont directement impactées, des sociétés... je sais pas, on en a une qui fait un SaaS à destination des restaurateurs. Clairement, la situation de la boîte va être impactée. Et nous aussi, on fait le travail de notre côté. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail de votre côté sur les business plans, etc. On fait un travail de revalorisation toutes nos lignes, une par une. C'est pas un boulot sympa à faire. La valorisation des boîtes, c'est quelque chose qu'on fait de manière trimestrielle pour nos clients. Là, on le fait et on va le faire dans la douleur, dans la crise. C'est évidemment pas la première crise qu'on va subir et qu'on a subi. Par contre, le mot d'ordre, à la fois pour les investisseurs et pour les entrepreneurs que vous êtes, c'est l'argent. L'argent est roi. Donc, si on avait une recommandation à faire, que vous soyez ou pas en levée de fonds, que vous anticipiez d'aller en levée de fonds, que vous soyez en pleine levée de fonds ou que vous veniez de closer ou de signer une term sheet, c'est faites attention au cash. Vraiment, le mot d'ordre, c'est l'argent est roi. Et là-dessus, pour mon introduction, c'est bon de mon côté. Bien, bien, bien. Nous avons autant de questions que de monde dehors, puisque effectivement, il y a énormément de monde qui aurait voulu rentrer dans cette conférence et qui est resté dehors. Donc, ils m'envoient également leurs questions par WhatsApp. Ouais. Donc, du coup, première question qui a été posée, je vous la pose telle qu'elle a été indiquée. Avez-vous une liste des fonds qui viennent de lever leurs propres fonds? Est-ce que ça existe? Et comment est-ce qu'on peut avoir cette info? Non, on n'a pas de liste de fonds qui viennent de lever leurs fonds. Et ne soyez pas dupes, c'est pas parce qu'ils viennent de lever des fonds qu'ils sont l'obligation d'investir, si c'est la question sous-jacente. On est tous au même niveau, c'est-à-dire il y a effectivement les fonds qui viennent de lever leurs propres fonds, mais qui ont des portefeuilles historiques. Et ceux-là, on reste à leur service aujourd'hui. Donc, si la question sous-jacente, c'est j'ai besoin de cette liste pour aller les targeter eux, parce qu'ils ont besoin de se créer un portefeuille, parce qu'ils viennent de lever, la réponse est c'est pas un bon pari. C'est même plutôt l'inverse, puisque quand on vient de lever les fonds, justement, on est en début de période d'investissement, donc on a le temps. Donc, j'aurais presque tendance à dire que ce sont ceux qui vont dire « Oh là, mollo, pour l'instant, avant la levée, on avait identifié 2-3 sociétés qu'on avait finalisées quasiment en termes d'investissement. Et donc, on concrétise ces 2-3 sociétés qu'on avait quasiment sous le coude au moment de la levée. Et derrière, comme la situation est critique, on met tout en stand-by, on a le temps d'attendre puisqu'on part sur une période d'investissement qui dure 4 à 5 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'arrête pendant 6 mois que ça va poser de gros problèmes, surtout au début de fond. Une question suivante qui, je pense, a été répondue. Excuse-moi Lamia, ceci dit, il y a quand même, si les gens veulent absolument le savoir, je pense que la BPI, qui est impliquée dans beaucoup de fonds, a cette liste-là. Donc, ce sont eux qu'il faut interroger, savoir si en tant que fonds de fonds, ils ont cette liste de fonds dans lesquels ils ont participé.
Mais nous, on avait fait le boulot de savoir qui était en train de lever des fonds pour savoir, parce que nous-mêmes, on va rentrer en période de levée de fonds pour un fonds en particulier en fin d'année et un second qui est en cours de levée de fonds. On s'est posé la question de qui levait des fonds en même temps que nous et la réponse est assez exhaustive. Donc, je pense qu'il y a plus de fonds qui sont en période de levée de fonds qu'ils ne viennent de lever des fonds, sauf ceux qui ont été communiqués très très récemment, qui sont plus des fonds anglo-saxons. Next, les fonds vont-ils continuer à regarder le deal flow ou suspendre toute transaction? Vous avez également commencé à répondre. Oui, c'est ça, Non, ça on continue dépend. évidemment. Pardon. On continue Non, à non, vas-y, je t'en regarder. prie. On continue à regarder. Ce qui est clair, c'est que la situation a changé et il ne faut pas le nier. Encore une fois, je reprends ce que disait Samantha et ce que j'avais dit un peu dans ma présentation, c'est qu'il ne faut pas nier que la situation a changé, il ne faut pas être l'éternel optimiste aveugle. Il faut se préparer à avoir des questions sur, bon ok, il y a une crise, elle va vous impacter, qu'est-ce que vous avez préparé et qu'est-ce que vous avez prévu pour gérer cette crise? Une situation particulière qui vient un peu contrebalancer le cas général, une personne qui était en fin de due diligence avec 2 VC et qui se sont retirés. Son activité sous cloche, elle a encore de la trésor. Sa question, comment et quand repartir en roadshow avec des métriques qui seront effondrées? Donc ça, c'est effectivement un des risques. Quand on est sous term sheet et qu'on est en pleine due deal, les due deals peuvent être satisfaisantes et positives, et pour autant qu'on joue la MAC clause. Donc la MAC clause, c'est une clause qui nous permet de nous retirer effectivement pour des raisons qui sont des raisons qui vont refonder complètement la thèse d'investissement, et c'est le cas lors de crise. C'est vraiment le risque. Il y a pas mal de boîtes qui en souffrent aujourd'hui. Quand est-ce qu'il faut repartir? Alors, déjà, cette personne a de la chance d'avoir un peu de cash. Donc, il faut en avoir encore un peu plus pour pouvoir tenir, je pense. Mais effectivement, c'est très compliqué à dire. Mais Q2, Q3, on oublie. Peut-être un début de Q4. Mais privilégier, enfin, nous, ce qu'on a dit à nos entrepreneurs pour être complètement serein, c'est si vous pouvez tenir tout 2020 avec le cash que vous avez et repartir en levée de fonds début que 2021, c'est l'idéal. Super. Donc, question connexe, dois-je reporter ma levée? Quelqu'un qui n'avait pas démarré sa levée, dois-je reporter ma levée après la crise? Moi, ça me Ça paraît évident. paraît évident. Ouais. Je pense qu'il faut, Ça il paraît faut malheureusement reporter. évident. Ouais. En Si on tant, peut. en tant qu'investisseur, est-ce que vous allez uniquement réinjecter dans vos lignes ou est-ce que vous allez investir à bon prix dans des targets? Que pensez-vous que vos concurrents feront? Est-ce que vous avez des stratégies différentes les uns des autres? Alors d'abord, les stratégies sont Alors, différentes de fonds à fonds, ça c'est ouais. sûr. Ensuite, dire ça, c'est considérer que les choses n'ont pas changé. Je prends le cas que je connais bien, qui est le secteur des biotech. Il y a des biotech qui vont prendre beaucoup de valeur. Bon. Il y a des biotech qui vont prendre moins de valeur. Si on prend d'autres secteurs qui sont très nettement impactés, on ne peut pas nier que ça va remettre en question certaines choses. Ouais. Alors, effectivement, je pense qu'il y a très peu d'industries qui vont être positivement impactées. Les biotech en font certainement partie et elles vont recover la crise beaucoup plus rapidement que n'importe quelle industrie, ça est évident. Par contre, ce qui est certain, quel que soit le positionnement des fonds confrères, il y a quand même un faisceau de pensée unanime qui est la fin des survalorisations et le retour, j'ai envie de dire, un peu au vrai business. Donc, on n'est pas dans une période où on va arrêter complètement et on va se baser juste sur l'historique et l'investissement, parce qu'on a effectivement des obligations d'investissement. Si on arrête, nous, d'investir, on est mort dans ce marché-là. Notre métier, c'est d'investir. Nous, typiquement, Elaya, sur le fonds de 2017, on va être en levée de fonds à partir de fin de cette année pour faire un premier closing. Il va falloir qu'on finisse notre portefeuille.
finir notre portefeuille, ça veut à peu près tout et rien dire, puisque c'est nous qui définissons le nombre de participations qu'on a envie d'avoir dans ce portefeuille. Mais on avait des objectifs, on a une stratégie d'investissement, et ça, on ne peut pas tout renier. On ne peut pas tout renier par rapport à des investisseurs qui ont investi de l'argent sur une thèse d'investissement, un nombre de boîtes au portefeuille, etc. Donc, on ne va pas s'arrêter de regarder du deal flow, on ne va pas s'arrêter d'investir. On est en train de regarder le cas de 2 sociétés qui ne sont pas sous term sheet, qu'on regarde justement parce que c'est une industrie qui peut, à minima, moins souffrir de la crise que d'autres et recover un peu plus rapidement et qui va être très aidante dans ce contexte de crise actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrêtera pas d'investir. Et il y a eu quelques articles là-dessus. Il y a Sifty, je crois, qui a sorti un article avec quelques quotes de nos confrères qui disent on est tous là, on doit investir, on doit continuer à investir parce que ça fait partie de notre métier, même en temps de crise. Ça va effectivement juste rappeler à tout l'écosystème qui était un petit peu débordant d'optimisme et sur une valorisation assez ubuesque, la fin de ces survalorisations et le retour à un vrai business et un must-have. Donc, moi, j'aurais tendance à dire essayez de postponer votre levée le plus tardivement possible parce que vous restez quand même dans un entonnoir qui est très, très large. Donc, on reçoit 3000 dossiers par an, on investit dans 10 boîtes par an. Voilà. C'est ça l'état de l'art. Donc, que vous soyez ces 10 boîtes déjà en temps normal, c'est assez extraordinaire. On pense que c'est simple de lever des fonds. Non, c'est pas simple. C'est de l'ordre de l'extraordinaire parce qu'il y en a encore que très peu qui lèvent sur la manne d'entrepreneurs qu'on reçoit par an. Dans ce contexte actuel, essayez de la postponer le plus tardivement possible et de garder votre cash et de réduire votre burn au minimum pour pouvoir tenir au moins jusqu'à la fin de cette année, pour pouvoir lever dans de bonnes conditions, mais surtout pour lever dans de bonnes conditions. Est-ce que demain, vous partez en levée et vous ne trouverez rien? Si, peut-être. Peut-être que vous trouverez, mais par contre, les conditions ne seront pas forcément optimales parce que nous, de notre côté, même si on s'appelle les capitaux risqueurs, on est là pour réduire notre risque au maximum. Alors, juste un petit mot quand même, parce que le secteur de la biotech est un peu particulier. On ne peut pas dire qu'il y a en ce moment de survalorisation dans la biotech, comme on peut l'observer dans le digital. Mais il n'empêche que les sociétés vont être impactées dans leur levée de fonds. J'ai la même recommandation à donner pour le secteur biotech. Si on peut postponer, on postpone. On considère qu'il va y avoir un vide pendant 6 mois, jusqu'en septembre-octobre. Voilà, donc ne pas non plus croire que forcément la santé, ça va repartir à fond la caisse, c'est pas vrai, ça dépendra des secteurs. Si on parle du secteur de la neurologie, par exemple, qui n'a aucun lien avec tout ce qui est infectieux, il est possible, je ne dis pas probable, mais il est possible que ce secteur-là soit abandonné au profit de secteurs anti-infectieux, etc., etc. Donc, encore une fois, le mieux dans ce cas-là, c'est d'attendre et de voir un peu ce qui se passe. Voilà. Sachant que, là encore, en biotech aussi, les investisseurs investissent. Donc, ça ne s'arrêtera pas complètement, en tout cas à moyen terme. Énormément de questions. Donc, la suivante, quelle hypothèse de baisse prendre? Et les VC vont-ils pousser leurs entrepreneurs à trouver des financements via BPI et les banques? La question, elle est sous-jacente à ça, c'est est-ce que les investisseurs actionnaires ont les moyens d'assurer la levée qui était prévue? Dans beaucoup de cas, ce n'était pas prévu. Dans beaucoup de cas, on avait prévu une levée de fonds. Encore une fois, on parle du contexte de la levée. S'il y avait une levée de prévue et qu'on avait prévu de voir des externes, c'est qu'en interne, on n'avait pas prévu de soutenir la société. Donc, dans ce cas-là, encore plus que d'habitude, il faut aller chercher tout ce qui est alternatif. Donc, ça me paraît très normal que les investisseurs actionnaires à l'heure actuelle des sociétés, dans une cadre de levée qui est postponée ou d'une levée qui est difficile, poussent les entrepreneurs à aller chercher ailleurs des moyens de survivre, quoi. Oui. Par rapport aux recommandations, ouais, plus précisément. Non, je t'en prie, vas-y.
Non, c'est parce que, alors pour cette question-là en particulier, on avait fait pas mal de recos dans le playbook sur quelles hypothèses prendre sur la top line, des top lines très dégradées, avec un Q2 complètement à l'arrêt, voire un Q3 complètement à l'arrêt, un churn massif et pas d'acquisition jusqu'à la fin d'année. Ça, c'est le scénario le plus pessimiste, mais qu'il faut righter, quoi. Donc revue des services externes, optimisation du marketing, donc enlever toutes les dépenses nice to have et qui n'auront aucun impact à très court terme sur votre top line de toute façon, puisqu'on parle du principe que la top line sera largement dégradée. Donc on a fait un certain nombre de recommandations pour toutes les questions assez détaillées sur quelles hypothèses prendre dans les scénarios, dans les différents scénarios de BP entre le PNL, le cash, etc. Et toutes les aides. Ça, clairement, le playbook est très fourni et il est en perpétuel. Enfin, on l'alimente perpétuellement là parce que ça bouge tous les jours. Donc, n'hésitez pas à regarder là-dedans aussi. Ok, en effet, regardez tous dans Conversation. Louisa l'a partagé le lien, donc vous pouvez tous y accéder. Concernant des secteurs d'activité, cette fois-ci, particulièrement le BTP, est-ce que vous avez des hypothèses spécifiques sur ce secteur-là? Alors sur ce secteur-là, non, pas en particulier. On a quelques inputs de clients corporate qui sont dans le BTP et qui nous disent que tout le monde prend cher. Donc après, ça va dépendre de quelle est la target client. Si c'est du C ou si c'est du B. Et dans les deux cas, je pense qu'il va y avoir un gel des investissements de toute façon. Donc je ne vois pas pourquoi cette industrie serait à l'abri de la crise actuelle. Bien au contraire. Une question très technique. Quelqu'un qui avait signé sa LOI, donc la LOI est émise. Aujourd'hui, la SAS était en cours de déclaration, mais les greffes sont fermées. Est-ce que ça risque de remettre quelque chose en cause ou pas? Si la LOI est signée, il y avait une échéance, non? Enfin, la meilleure chose à faire, encore une fois, hein, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, faut reprendre son bâton et puis et revenir voir les gens qui ont signé la LOI en disant bon, les greffes sont fermées, on va avoir un peu de retard et voir si en face, parce qu'il y a toujours des gens un peu particuliers, est-ce que si en face on ne prend pas ça comme excuse? Mais on n'a pas le choix dans ce cas-là. Ça, c'est un fait concret. Les greffes sont fermées, on ne peut rien faire. Eh ben, faut prévenir l'interlocuteur et lui dire, encore une fois, c'est le discours, hein, c'est l'échange, le dialogue. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre moyen. Ok. Quel est selon vous l'impact de la baisse de la bourse sur les valos dans les levées de fonds? Alors, l'impact de la bourse dans les valos des levées de fonds. Alors, effectivement, nous, on n'a pas, c'est que des sociétés privées, donc on n'a pas, sauf quelques-unes qui ont la chance de. Toi, tu connais ouais, plus. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en biotech, on est plus confronté à ces histoires-là. Ouais. Il y a les boîtes biotech cotées sont évidemment impactées par ce qui se passe en ce moment. Encore que j'ai une boîte qui a fait plus 40% il y a quelques jours, cette semaine. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas forcément de corrélation, et notamment les biotech, c'est un secteur un peu particulier par rapport au monde des sociétés cotées. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est un peu comme si l'aval était dégradé. Donc, quelque part, par effet ricochet, il y a effectivement des impacts qu'il peut y avoir sur les valorisations. Parce qu'on ne peut plus prendre de comparables comme il faut, parce que si on dit voilà, telle boîte cotée, elle a telle valorisation après avoir fait tel stade de développement, on regarde le concret et il n'y a plus de valeur, quoi. On ne peut pas dire que la valeur qu'elle a actuellement est représentative, mais en même temps, on peut remettre en question la valeur qu'elle avait il y a quelques semaines. Donc ça pose des problèmes. Je dirais que c'est moins confortable, mais normalement, ça ne devrait pas impacter, y compris en biotech. Par contre, au niveau des acquisitions, c'est sûr que les acquéreurs potentiels, qui sont les industriels, par exemple pharmaceutiques dans la biotech, là, on ne sait pas encore comment ils vont réagir, parce que peut-être qu'il va falloir qu'ils aient des attitudes un peu moins expansives, et donc peut-être que ça va remettre en question quelques opérations, quoi. Question connexe. Les family office ne risquent-ils pas d'aller en bourse versus investir dans les startups?
Et les BA sont-ils une bonne option en 2020 pour des petits montants de 100 KE, 200 Alors moi, je pense sincèrement que les family office, oui, ils ont autre chose à gérer que le capital risque en ce moment. Et donc, notamment, tous leurs actifs qui sont cotés, ça leur pose des problèmes. Donc, à mon avis, déjà, le premier truc, c'est qu'en ce moment, beaucoup plus que dans nous, les sociétés de gestion en capital risque, ça risque d'impacter leur activité dans le capital risque. Premier point. Deuxième point, ensuite, on a de l'argent, on a de la trésor, où investir en ce moment. C'est sûr qu'investir dans une société du CAC 40 qui va prendre 30%, on ne sait pas quand, mais peut-être bientôt parce qu'elle vient de prendre 30%, enfin vient de prendre en négatif 30%, donc ça va forcément se corriger, bah, c'est vrai que c'est très attirant. Donc sur les family office, j'aurais tendance à dire que normalement, oui, ça devrait impacter, et notamment on a quelques retours de fonds de family office suisses qui ont déclaré qu'ils postponaient tout investissement pour l'instant, parce qu'ils s'occupaient du reste, quoi. Après, les business angels, moi je pense qu'un business angel, justement, s'il n'est pas trop impacté par tout ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde est impacté par ce qui se passe, y compris dans les bourses. S'il n'est pas trop impacté parce qu'il avait une trésorerie, je ne sais pas comment, qui était insensible à ce qui se passe en ce moment, ça peut être un bon exemple, notamment parce que ce sont des entrepreneurs souvent, et donc ils ont cet esprit de dire ouais, c'est peut-être le moment d'agir dans ces boîtes qui ont beaucoup de potentiel, qui sont attirantes, qui sont dynamiques, etc., etc. Ah, il y a une boîte qui a dû partir, qui avait une question. En fait, c'était plus qu'une question, c'était une proposition commerciale qu'elle vous faisait. C'est FinWedge qui vous demandait est-ce que vous utilisez un outil de valo de votre portefeuille pour gérer votre deal flow et est-ce que vous connaissez FinWedge qui peut être un support pour vous? Donc, c'est Delphine. Alors, on utilise c'est surtout des softs qui nous permettent de recenser tout le deal flow entrant. Donc, on a un soft là-dessus qu'on est en train de réfléchir, d'échanger parce que c'est des choses qui sont en perpétuel questionnement chez nous pour que ça file le plus possible à notre secteur d'activité. Et sur la partie valorisation, c'est nous qui faisons la valorisation avec un DAF en interne qui s'occupe de la valorisation ligne par ligne. Et donc, on n'a pas d'outil là-dessus. Enfin, c'est pas un élément compliqué non plus, hein, valoriser Non, une boîte non. du portefeuille. Enfin, en tout cas, tel que ça se passe pour nous, c'est peut-être plus compliqué pour d'autres, mais c'est quand même assez simple, quoi, hein. La seule question, c'est est-ce qu'on dégrade la valorisation par rapport à un référentiel qu'on avait avant? Et on fait ça trimestre par trimestre. Et franchement, ce n'est pas la part la plus difficile de notre métier. Donc, on ne ressent pas le besoin d'un logiciel en ce moment. On est ravis pour voir ce que propose la société. Voilà. Fabrice, je ferai la mise en relation. C'est une startup du village de Paris. Je vois qu'elle est partie, mais je ferai le lien. Merci. D'accord. Alors, une question un peu… une start-up trop juste en trésorerie qui n'a pas la possibilité de s'endetter vu sa structure financière. Est-ce que si elle se lance dans un BSA, ça pourrait refroidir les investisseurs futurs? Non, on fait des BSA. Tout le monde fait des BSA maintenant. Donc, BSAR type ce qui avait été mis sur le marché par The Family Co. C'est des choses qu'on fait tous. On en a fait sur tous les fonds existants chez Laïa, donc il n'y a pas de problème. Ça refroidit personne. La seule chose, c'est qu'on est détenteur de rien à un instant T, donc c'est vrai que le marché avait été réticent quand ça a été mis en place. Aujourd'hui, ça se fait. Alors, dans le contexte actuel de crise, est-ce que ça se fait encore? C'est la question à se poser parce que, encore une fois, on était sensible et on acceptait beaucoup de choses à un moment où la compétition était farouche sur un certain nombre de boîtes que tout le monde dans lesquelles voulait investir et qui pouvaient imposer leur desiderata d'un point de vue capitalistique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, clairement. Donc, faut revoir la structure de coût, la structure capitalistique de la boîte. Ce que je comprends pas, la structure de coût. Ouais, ce que je comprends pas, c'est pourquoi faire des BSA. C'est quoi? C'est pour éviter d'être actionnaire d'une société? Ça doit être ça la Non, les motivation? BSA, les BSA, c'est pour éviter de mettre un prix à un instant T et dire que tu as une décote sur le prochain tour. Ouais, mais pour un externe, Voilà. pour un externe, c'est externe. plus. Moi, je mettrais peut-être des obligations plutôt.
Au moins, tu es Ouais, en dette. ouais. Hein. Au moins, tu es en dette au-dessus C'est du juste que reste. ça avait été mis en place, le marché l'avait mis en place il y a quelques années de ça et c'était devenu un peu à la mode un certain temps. D'accord. Pas mal de questions sectorielles. Une plutôt générique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs qui seront boycottés, d'autres privilégiés? Est-ce que vous avez une opinion sur la PropTech? Est-ce que vous avez une opinion sur la sécurité en B2B? Alors, la PropTech, je pense que ça va prendre assez cher, hein, là. Il n'y a pas de, il y a aucun, encore une fois, ne vous inquiétez pas, gens d'entrepreneurs, il va falloir qu'on continue à investir. Par contre, effectivement, aujourd'hui, investir dans une boîte au service, je sais pas moi, de tout ce qui était, de tout ce qui est hospitality, de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est restauration, de tout ce qui est, voilà, ça, clairement, ça va être compliqué parce que c'est un secteur qui est arrêté complètement et on ne sait pas encore combien de temps. Des secteurs qui vont être, qui effectivement, non pas boycottés, mais c'est juste qu'ils vont être évidemment moins regardés. Encore que je pense que ça va dépendre de la structure des boîtes, ça va dépendre du mindset des entrepreneurs, mais il y a encore de très belles opportunités dans ces secteurs-là. On va reprendre à un moment, on va continuer à, 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 à voyager, etc. Mais il y a ces secteurs-là qui vont être assez impactés. Tout ce qui est PropTech, je pense que ça va être effectivement largement impacté parce que les entrepreneurs vont postponer leur loyer et ça a été mis en place, etc. Donc, je pense que ça va être assez compliqué pour les acteurs de la PropTech. Après, c'était quoi le troisième secteur? La La sécurité. sécurité en B2B. La sécurité en B2B, non, je pense pas. Je pense que ça va être un secteur qui va être, au contraire, qui va peut-être, alors non pas y gagner, hein, mais qui va être regardé. Et nous, en tout cas, on regarde aussi en ce sens. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a la phase de creux là, qui s'annonce et il y a le rebond derrière. Et puis, il y a comment le monde va réagir à ce qui vient de se passer. La phase de creux, je pense que tous les secteurs vont être impactés, sauf exception, mais en général, tout le monde va être impacté. Après, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir un phénomène de rebond. Donc, est-ce que l'immobilier pourrait être un refuge dans la phase de rebond? Je ne suis pas sûr, parce que les meilleures affaires, on les fera justement sur les actions qui ont pris cher et qui vont reprendre, parce que le fond du business était sain. Donc là, en fait, c'est une espèce de raz-de-marée qui a touché tout le monde, y compris les entreprises qui étaient très saines et très solides. Donc, normalement, un investisseur éclairé au sens large, je ne parle pas du VC uniquement, hein, mais un investisseur éclairé va investir dans ces secteurs-là. Donc, je ne verrai pas l'immobilier comme un refuge dans cette période à venir. Après, il y a peut-être une question générale à se poser, qui est de dire, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens de l'innovation technologique? On vient de vivre une crise entre guillemets environnementale, hein, parce que c'est quand même une crise environnementale. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faudrait développer? Et ça, on revient à nouveau dans le sens de tout ce qui est tout ce qu'on a tous entendu parler et entendu émerger, ça savoir autour de l'impact, autour de l'éco-environnement, etc., etc. Et donc peut-être que après, derrière, l'innovation technologique ne sera peut-être pas exactement la même. Mais là, on parle de choses hypothétiques, très loin, etc. Moi, je pense que court terme, tout le monde prend. Moyen terme, il va y avoir un rebond, donc probablement une orientation vers des investissements beaucoup plus sûrs et solides. Et dans cette période-là, de toute façon, les VC ont besoin d'investir, investiront. Et donc, certaines choses reprendront un sens qui sera proche de la normale. Après, sur le long terme, probablement que tout ça aura un impact sur quels sont les secteurs qu'on privilégie. Est-ce qu'il y a un sens à ce qu'on fait, quoi. Ouais, on a fait pour étayer cette idée-là, on a fait un mail à nos investisseurs, donc pour leur dire à quel point on avait pris note évidemment de la situation et ce qu'on faisait. Il y a un investisseur qui nous a répondu et qui nous a dit, en gros, la priorité va devenir maintenant la santé de la planète et les gens qui y habitent. C'est pas la mort du capitalisme, mais les choses vont changer et peut-être pour meilleur. Et je pense qu'effectivement, toutes les boîtes qui ont un impact positif, quel qu'il soit,
vont sortir, en tout cas vont recover de la crise beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre boîte. C'est génial, c'est extrêmement positif. Allô? Lamia, ton micro était coupé. Je disais, c'est génial pour un vendredi soir d'entendre ça, c'est extrêmement positif et je pense que les 100 personnes qui sont autour de leur micro voilà, vont dormir un peu plus serein après ça. Et vous répondez en plus à des questions qui étaient posées que je n'ai plus besoin de vous poser. Ceci étant, est-ce qu'également dans ces prospectives que vous faites, vous voyez des relocalisations industrielles en France ou en Europe qui pourraient avoir un impact sur des secteurs d'innovation qui reprendraient de la valeur? Ça, c'est une des questions. Et est-ce que l'immobilier serait une valeur refuge? Alors sur l'immobilier, j'ai déjà répondu. Après, la question est, je trouve, très intéressante. À mon avis, il ne faut pas la voir de façon passive. Je pense que oui, il y a une opportunité pour réactiver et réindustrialiser certains secteurs qui ont disparu, où on a tout laissé typiquement à la Chine, et que sur des acteurs, des aspects de production industrielle de base, je peux parler par exemple très clairement du biomanufacturing en France, qui a été complètement abandonné, alors que notamment autour des Pays de Loire, il y avait une grande expertise qui a été complètement abandonnée. On est dans des situations finalement où des sociétés de biotech qui veulent produire des médicaments n'arrivent plus à trouver de site. Donc c'est quand même extraordinaire. On est obligé d'aller chercher à l'étranger. Donc il y a une opportunité là de dire attention, on a été complètement dépendant de l'extérieur. Je rappelle quand même qu'en ce moment, on est en train de commander des masques à la Chine, qui est quand même extraordinaire. C'est qu'on a une contamination qui vient de Chine et on finit par racheter à la Chine des masques parce qu'on n'est pas capable d'en produire assez. Donc peut-être que là, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Et dans ce sens, on est des acteurs. On n'est pas que des observateurs et des spectateurs. Et à partir de là, si vraiment les gens ont envie de réactiver ces secteurs industriels, c'est le moment. Clairement. Deux autres secteurs sur lesquels on est questionné. Le premier, c'est le e-commerce. Il y a eu deux questions sur est-ce que le e-commerce ne va pas justement profiter de cette crise? Et le deuxième, c'est est-ce que vous connaissez des fonds qui s'intéressent au GovTech? Est-ce que vous connaissez des fonds qui s'intéressent au GovTech? Alors sur le e-commerce, évidemment, on s'est posé la question. On a un certain nombre de boîtes qui outillent les acteurs du e-commerce, à commencer par Miracle et d'autres. Encore une fois, c'est une industrie ça va dépendre de quel type de e-commerce. Typiquement, toutes les plateformes type Netflix & Co vont largement sortir gagnants de cette crise-là parce que on s'est tous rués sur du Netflix pour écouter, pour regarder et sur du Deezer pour écouter de la musique. Donc, c'est des grandes plateformes qui vont sortir gagnants, comme les réseaux sociaux, etc. On n'est pas dans le e-commerce. Voilà. Sur toute l'autre typologie de e-commerce, on va quand même avoir un raz-de-marée sur sauf sur les denrées alimentaires et sur tout ce qui est parapharma. Mais globalement, toutes les industries vont être impactées. Nous, on a une boîte typiquement en espagnol qui traite avec des commerçants et des retailers. C'est une industrie qui va être en berne sur les prochains trimestres, clairement. Donc, il faut faire attention. Le e-commerce, oui, sur certaines franges du e-commerce, à savoir l'alimentaire, parce que ça reste un besoin primaire et il va falloir s'alimenter si on ne peut plus sortir complètement et du tout. Et deux, la parapharma. Après, toutes les autres industries vont être impactées parce qu'on ne va pas se vêtir de la même manière. Voilà. Et donc, c'est des industries qui vont quand même être impactées parce que tout simplement, on n'aura plus de livreurs. On n'aura plus de livreurs pour livrer. Donc, attention, oui, le e-commerce va certainement sortir pour une certaine frange gagnante, mais pas tout le e-commerce. Et la deuxième question, c'était, pardon. Les GovTech. Alors, les GovTech, on n'a pas personne de... Alors, c'est une question un peu bizarre. On regarde tous les GovTech. Enfin, c'est pas un secteur qui n'est pas regardé. On en avait fait une il y a quelques années qu'on a revendu depuis, qui était dans la biométrie vocale. Donc, on regarde tout ça. Donc, je dirais, il n'y a pas un fonds qui s'est dit non, je ne vais pas regarder la GovTech,
c'est pas des structures drastiquement différentes que n'importe quel player dans le digital. Donc, tout le monde regarde. Pardon, c'est moi qui ai mal posé la question. La question, c'était plutôt dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a un fonds qui s'est spécialisé là-dedans et qui en a fait vraiment, qui a une appétence particulière? Pas à ma connaissance. Mais faut creuser, mais pas à ma connaissance. Je connais personne. En fait, on est des acteurs assez spécialisés. Enfin, spécialisés, oui, non. Nous, on est des acteurs spécialisés. Et l'AIA, c'est leur listage B2B Deep Tech, c'est un choix, c'est un positionnement. Il y en a peu qui se spécialisent aujourd'hui, pour être très clair. Tout le monde se dit très agnostique, très B2B, B2C, très on fait de l'early, voire jusqu'à la série B, C, etc. Donc assez agnostique d'un point de vue stade de maturité, assez agnostique d'un point de vue segment de marché. Il y a très peu de fonds spécialisés. Mais il doit en exister quelques-uns. Je ne les connais pas précisément, mais il doit en exister, comme il existe des fonds spécialisés FinTech, comme il existe des fonds spécialisés FoodTech. Voilà, mais je ne les connais pas, pardon. Nous avons rattrapé l'ensemble des questions. La dernière en date, la crise va-t-elle accélérer l'industrie 4.0 et l'adoption des nouvelles technologies? Des nouvelles Technologie de production. Moi, je crois pas. Je pense qu'il y a une industrie 4.0 qui est en train de se monter. Il y a des nouvelles technologies de production qui émergent. Encore une fois, ça dépend de l'endroit où on veut les installer. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi ça accélérerait ou ça diminuerait ou ça ralentirait. Bon, on n'est pas forcément des experts de l'industrie de tous les secteurs. Hein. Là, c'est Non, des mais questions bon, qui commencent à après, devenir très spécifiques quand même. non, mais l'industrie 4.0, on peut se dire qu'effectivement, tout ce qui est robotisation, industrie, ça peut être accéléré pour désincarner et déshumanifier tout ça, mais ça serait un micro-accélérateur, mais pas un raz-de-marée, quoi. A priori, j'ai oublié 2 questions. Est-ce que les solutions de gestion de crise et d'aide à la décision peuvent tirer leur épingle du jeu? Veille sectorielle, ce genre de choses. Alors moi, il y a un outil, mais ça c'est parce que c'est plus mon domaine, mais il y a un outil qui est clairement qui va prendre un essor extraordinaire probablement. C'est tout ce qui est prédiction de crise, notamment de crise sanitaire. Parce que là, on se rend compte que ce qui a pêché, c'est de ne pas voir arriver la crise. On savait en décembre qu'il y avait quelque chose qui arrivait de Wuhan, et puis on a regardé tranquillement arriver les choses, et puis on réagit en mars. Il y a probablement quelque chose à faire dans ce secteur-là pour avoir des outils qui permettent de prévoir ce qui risque de se passer. Donc ça, c'est pour les outils je dirais, de gestion de crise avant d'être dans la crise, de savoir gérer pour éviter d'y tomber, quoi. Après, la question, c'est sur les business, les business type Nielsen & Co, mais version aujourd'hui. La réponse est non, pas forcément, parce que ce qui rebute un peu les investisseurs sur ce genre de modèle, à moins que ça soit du soft, c'est plutôt les business models. Donc, à voir sur le business model. Tout ce qui va être en prédiction de quelque chose, peut-être va sortir son épingle du jeu, et encore, ça dépend de la chose. Et encore une fois, si la question c'était les business à Nielsen version aujourd'hui vont être appréciables, ou peut-être avec beaucoup de données et de jeux de données et d'intelligence, mais pas, encore une fois, faut pas être dupe. Il n'y aura pas de truc un peu divin qui viendra nous dire ce qui se passera demain. Donc, et c'est surtout les business models associés qui sont assez compliqués. Enfin, une question, plus généralement, quid de l'accélération de la digitalisation des entreprises? Alors, bon, moi, dans l'entreprise actionnaire du village Baïséa, je peux témoigner que c'est une très forte accélération, mais en dehors de mon secteur d'activité, quel est votre point de vue? C'est évident. C'est évident. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'étaient pas prêtes, qui ne sont toujours pas prêtes et qui galèrent
Et ça va être un accélérateur parce qu'ils vont faire c'est même pas un accélérateur, c'est juste qu'ils ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout outillés, rien que d'un point de vue voilà, ordinateur, base, PC, travail à domicile, etc. Ils sont pas du tout outillés. Donc oui, je pense qu'il y a une grosse partie de l'industrie, enfin de toutes les industries qui sont impactées. Ça va être un accélérateur forcé et j'espère que pour beaucoup de grands industriels et de corporates de ce monde, à la sortie de crise, ce sera le moment voilà, de se reposer et de mettre en place toutes les choses qu'il faut pour anticiper la prochaine, parce qu'il y en aura d'autres. C'est un peu ça l'idée, c'est que il y a aussi dans la digitalisation des entreprises, il y a comment associer cette digitalisation à l'humanité. C'est qu'on travaille quand même entre nous, donc comment faire pour que ça fonctionne bien. Et puis il y a l'autre aussi qui est dans la digitalisation, il y a aussi des outils de prédiction, d'aide à la décision, etc. et qui ne sont pas forcément très bien implantés. Donc dans tous les sens du terme, ça c'est une crise qui va nous aider à évoluer sur ces aspects-là. Et donc, ouais, une accélération de la digitalisation, je pense que ça va aider, oui. Au début, contrainte, et puis subie, et puis après, digérer, on espère. Pour terminer sur une note positive, dans le cadre d'une levée, et ce sera la dernière question, quels seraient vos conseils pour une belle equity story? Dans le cadre d'une levée, donc là, il est en train de lever? Ou il veut lever? C'est ça. Ah, bah, une belle equity story, c'est avoir réussi à prouver que il y a deux choses qui vont être mises en question par rapport soit au BP que vous avez fait, donc c'est le montant investi et forcément la valorisation. Pour arriver à un point soit d'équilibre, soit sur la série d'après, etc. Forcément, tout ça, ça va être bouleversé. Une belle equity story, ce serait effectivement soit je vois pas mal de boîtes qui font des très très beaux pivots actuellement, qui vraiment ils vont, parce que leur industrie est impactée, ils font des très très beaux pivots et ils sont en train de mettre en place des choses, etc. Pour être certain que leur boîte sera pérenne et viable sur du long terme. Donc je trouve ça très admirable et si en plus c'est des boîtes qui arrivent à lever, je trouve que c'est une très très belle equity story. Et après, sinon, je vous souhaite à tous d'arriver à lever dans des bonnes conditions. Soyez vigilants. C'est vous qui drivez les boîtes, c'est pas nous à la fin. Donc, on sera un petit peu, on écoutera ce que vous dites, mais soyez vigilants encore une fois. Le cash is king, donc faites très très attention à votre cash. Et moi, je le dis souvent, en temps de crise ou pas temps de crise, ça n'aide pas mon métier, ce que je vais dire, mais avoir des investisseurs au capital, c'est le début des emmerdes. Donc, si vous pouvez, dans ces instants-là, vous remettre en cause, essayer de garder le cash le plus longtemps possible, vous remettre en cause sur votre business model, votre pricing, aller chercher des clients qui sont prêts à payer et prouver au marché que vous êtes un putain de must-have et que personne ne peut débrancher, mais vous serez les rois du pétrole et vous n'aurez même pas besoin d'investisseurs. Et ça, c'est la plus belle equity story, c'est de ne pas avoir besoin d'equity. Alors moi, j'avais un autre truc à ajouter. Je pense qu'une belle equity story, c'est aussi, vous êtes en ce moment dans une période difficile. Sur le cash et au niveau des personnes avec qui vous bossez, parce que ça dépend des entreprises. Des fois, on est 2, mais des fois, on est 12, 15, 20. Et c'est passer cette crise, quoi. C'est-à-dire que passer ce moment difficile, et je reviens, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire envisager le cas le pire, se battre, réussir à démontrer que même dans le cas de pire, ça passe, parce qu'on a une bonne entreprise, sécuriser les collaborateurs d'une façon ou d'une autre, pour que finalement, un investisseur comme nous, il regarde, il dit, bah ouais, mais ils sont quand même bons, et on y va, quoi. Et derrière, pouvoir raconter cette histoire de difficultés humaines, financières, et d'avoir réussi à lever quand même dans ces conditions-là. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'entre vous qui vont réussir à lever, alors que la situation, elle est quand même critique. Ça, c'est des belles histoires à raconter après, parce que ça a été difficile, on a réussi ensemble.
Alors, pour garder la banane en ce vendredi soir et dans ces moments compliqués, C'est pas bien de nous tenter, c'est pas bien de nous tenter comme ça, Lamia. Juste à la fin, comme ça. donc voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez un mot de conclusion qui restera sur quelque chose de positif? On a compris qu'il fallait être dans ce paradoxe et ne pas être dans un optimisme béat et plutôt travailler de manière pessimiste pour arriver à une conclusion optimiste. C'est le moment de la conclusion. Soyons optimistes, c'est le printemps demain. L'un et l'autre, est-ce que vous voulez dire un dernier mot aux 100 personnes qui sont avec nous? Allez-y, c'est le moment. Moi, je suis avec vous. On est des coachs, si vous voulez, mais bon, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins, mais c'est le moment d'y aller. Ouais, c'est le moment d'y aller. Tenez bon. On n'est rien, nous, sans vous. On peut pas. Nous, notre métier, c'est d'investir dans une start-up. Hein, donc si vous levez plus de fonds, même si c'est le début des emmerdes, on est quand même des gens très, très sympas avec lesquels on a envie de créer une belle histoire, parce qu'on reste en moyenne 6 à 7 ans dans les boîtes. Et l'idée, c'est de créer des belles histoires humaines. Donc, on est toujours là, on sera toujours là. Sans vous, on ne peut pas investir. Donc voilà, donc tenez bon. Faites attention à vous surtout et à vos proches. Et je pense que ce sera mon mot de la fin, moi. Vous avez des centaines de merci. Moi aussi, je vous remercie énormément. Je laisse la place aux organisateurs de ce rendez-vous quotidien que sont Audrey et Edwige. Voilà, et merci à tous de vous être mobilisés. Merci beaucoup. Oui, merci d'être venus. Vous étiez plus de 100, on a dû refuser des personnes, donc vous aurez un petit résumé audio qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Et on se retrouve du coup dès lundi. Il faut juste noter que l'horaire est maintenant à 14h au lieu de 17h, parce que beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter leurs contraintes, comme quoi 17h n'était pas idéal. Donc à partir de lundi, c'est 14h tous les jours. Et du coup, on se retrouve lundi pour un webinaire sur tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Est-ce qu'il faut démarrer des nouvelles démarches? Est-ce que les démarches qui ont déjà été lancées vont être accélérées? On a un expert qui va venir répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Merci aux intervenants. Merci à vous tous. Merci. Et au village de Toulouse pour cette co-organisation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.